Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Aujourd'hui, je vais vous parler des combats dans Défis Fantastiques. Défis Fantastiques est un jeu de rôle écrit par Graham Buckley, édité chez Scriptarium et basé sur la série de livres dont vous êtes le héros, Défis Fantastiques créés par Steve Jackson et Ian Livingstone. Donc, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un chapitre consacré au combat, et il y en a un. Donc, aujourd'hui, mon intention est de vous en parler. De vous parler comment fonctionnent les combats, de porter votre attention sur certains détails que je trouve intéressants dans ce chapitre-là, et à travers tout ça, vous partager ma vision de comment je gère la table, comment que je suis capable de gérer le combat pour rester fidèle à l'œuvre originale, tout en ayant la panoplie d'options, parce que c'est un jeu de rôle complet. Donc, voilà. Si vous avez déjà lu des livres dont vous êtes le héros, vous savez comment les combats fonctionnent à la base. Les deux adversaires roulent 2d6 et additionnent leur habileté, ce qui génère leur force d'attaque. Donc, le combattant qui a la force d'attaque la plus élevée est le gagnant du round. Le perdant perd 2 points d'endurance. C'est comme ça que ça marche dans la plupart des livres dont vous êtes le héros, de Défis Fantastiques ou Sorcellerie. Donc, c'est la base. C'est sûr qu'ici, c'est un jeu de rôle avec plein d'options qui rendent les choses plus vivantes, plus vraies, plus variées. Donc, c'est ça. Je vais vous en parler. Donc, allons-y donc. Dans le livre, directement, cette fois, on commence en parlant des rounds. Ils disent ici qu'un round, ça dure 10 secondes. Il y a une petite confusion ici, parce que dans le livre en anglais, il parle de 2 secondes. Moi, personnellement, je ne suis pas à cheval sur le nombre de secondes. Pour moi, un round, est terminé quand quand les intentions des combattants, il y a eu un aboutissement. Un aboutissement, c'est quand on a roulé les dés puis qu'on a déterminé un résultat, ben le round est fini. Quand on a appliqué les conséquences des résultats aussi, le round est terminé à ce moment-là. Tu sais, c'est très large. Tu sais, de toute façon, c'est un jeu qui s'apprête bien à voir ça très large. C'est un jeu qui est très... tu sais, c'est beaucoup basé sur les descriptions, sur la narration. Tu sais, c'est un jeu simple, hein? Fait qu'il faut pas être à la seconde près. C'est sûr que c'est quelques secondes, mais pour moi, c'est comme si on regardait un film, puis qu'à ce moment-là, la caméra se tournait vers une partie du combat, puis qu'on voit ce qui se passe, c'était une action, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça, je le vois. C'est un round, c'est un certain nombre de secondes, mais c'est plus comme une action qui se produit. D'ailleurs, il n'y a pas d'initiative dans ce jeu-là, comme qu'on peut retrouver dans bien des jeux de rôle qu'on peut acheter. Les jeux de rôle vont avoir un système d'initiative pour savoir dans quel ordre le combat se déroule, qui agit avant qui. Il n'y a pas ça, là. En fait, tout se passe en même temps. Okay? C'est de même que je le vois. Ben, c'est de même que ça se passe, mais il n'y a pas d'initiative, mais il y en a une en quelque sorte. En fait, quelqu'un qui a gagné son round, c'est comme si, en quelque sorte, il aurait réussi son initiative. Là-dedans, tout le monde déclare ses intentions en même temps. Comme par exemple, moi, je prends mon épée et je veux transpercer mon adversaire. Puis là, l'adversaire dit, ah, ok, moi, je vais essayer de faire je vais essayer de te contourner pour te sauter à la gorge. Ok, quelque chose de même. On roule nos dés, on génère nos forces d'attaque. Celui qui a la force d'attaque la plus élevée, c'est qu'il a été plus vite que son adversaire. Les deux adversaires avaient le potentiel de réussir ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais il y en a un des deux qui a été plus rapide. C'est un peu lui qui a gagné l'initiative dans cet échange-là, dans ce round-là, empêchant son adversaire de faire l'action qu'il avait l'intention de faire. Donc, c'est ça. Il y a seulement un gagnant. Il y a seulement une personne qui réussit à faire ce qu'elle avait l'intention de faire. Parce que ça peut être autre chose que de donner des coups d'épée, tout ça. Ça peut être... C'est juste qu'il y a toujours... Quand on est contre quelqu'un d'autre, ben c'est des jets opposés, puis le gagnant, ben il réussit à faire ce qu'il voulait faire, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. OK, ici, il rappelle les règles. On roule 2d6, on ajoute l'habileté. Si on a une compétence liée à l'arme qu'on est en train d'utiliser, évidemment, on va additionner la score de cette compétence-là à notre force d'attaque pour générer, c'est ça, le total. Quand on est le vainqueur, on lance un D6 pour les dégâts. Les dégâts, en fait, le D6, c'est comme une table qui monte d'1 à 6. Puis chacune des armes a comme un résultat relié à cette table-là. Ouais, vous allez dire, la table monte jusqu'à 7. Comment on fait pour atteindre 7 avec un D6? Ben, je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo-là.
Donc, chacune des armes a comme un certain nombre de points d'endurance que ça fait perdre. Comme si on prend l'épée longue ici, OK? Mettons qu'on a roulé 4 sur notre D6 pour les dommages, mais si on prend l'épée longue à 4, ben ça fait perdre 4 points d'endurance. OK? C'est comme ça que ça marche. C'est intéressant, ça. Chaque arme a comme sa courbe de nombre de points de dommage qu'elle fait perdre. C'est ça, je trouve ça intéressant. Ça fait différent des autres jeux. Il y a comme, chaque arme a comme un nombre de points d'endurance moyen qui fait perdre. Mais c'est ça, chaque arme a sa courbe. Si on est le perdant du round, on roule aussi un D6. En fait, c'est que les armures fonctionnent de la même façon. Il y a comme une table de 1 à 7 avec un nombre de points d'endurance qu'on est capable de bloquer quand on utilise cette armure-là. Donc, on roule le dé aussi. D'ailleurs, il y a un truc dans le jeu, c'est qu'on roule pas juste 2d6 en combat, on en roule un troisième qui va être d'une couleur différente. Puis ça va être justement le dé qui va servir de résultat si on a gagné pour notre arme ou si on a perdu pour notre armure. En faisant ça, ça accélère les combats. Puis je peux vous dire, d'emblée, les combats, tant qu'à parler de rapidité de combat, c'est très rapide là-dedans. Un combat, là, c'est une scène qui file par elle-même. T'sais, on n'arrête pas le jeu pour se battre. Le jeu fait juste continuer dans la bataille, puis continue à un rythme effréné. Ça va vite, c'est dangereux, c'est plein d'actions, ça y va selon les descriptions des personnages, c'est très vivant, très coloré. C'est pour ça que j'aime ça, ce jeu-là. Okay? Ça va vite, puis ça fait, tu sais, je suis capable de le voir dans ma tête, le film de tout ça, tu sais. Ouais, ici, on parle aussi de la mort des héros. Si un héros se retrouve avec 0 point d'endurance, il est inconscient. Ouais, dans les livres dont vous êtes les héros, il était mort. Et les monstres aussi dans le jeu de rôle à 0 point d'endurance, ils sont morts. Mais ici, il est inconscient. Inconscient veut dire que il est vraiment amoché, puis il commence à perdre des points de chance. À chaque minute, il perd un point de chance. Puis s'il se retrouve avec plus de points de chance à la fin, ben là, il est vraiment mort. Ou il va être mort aussi si on a moins 4 points d'endurance. Si jamais on a reçu assez de dommages pour se rendre à moins 4 points d'endurance, ben là, on est mort. La seule façon d'arrêter le cycle de la mort comme ça, c'est de recevoir des soins et de se retrouver avec un nombre de points d'endurance positif. Avec 1 ou plus de points d'endurance, on est correct, on est sauf. Voilà. Ici, dans le jeu de rôle, on a rajouté une règle, les coups critiques. Dans le fond, dans un combat, si quelqu'un roule un double 6 sur ses dés, il a gagné le round, premièrement. Peu importe le total de sa force d'attaque, même si sa force d'attaque ne dépassait pas celle de son adversaire, juste le fait d'avoir roulé 2-6, il a gagné le round. Qu'est-ce que ça implique, un coup critique? Ben, le nombre de points d'endurance qu'on ferait perdre en consultant notre table est doublé, premièrement, donc ça fait très mal. Et non seulement ça, le perdant perd aussi un point d'habileté. Et ça c'est le bout qui fait de la peine. Parce que perdre un point d'habileté dans ce jeu-là, c'est très dramatique. Je veux dire, la différence d'un point d'habileté, là, ça fait une très, très grosse différence. Donc, un coup critique, ça fait mal. Si, mettons, les deux adversaires roulent chacun un critique, les deux adversaires ont roulé un double 6, eh bien, ils s'infligent entre eux des coups critiques. Donc, ça peut amener à des descriptions très sanglantes et très divertissantes, hein, tout ça. Il existe aussi l'échec critique, donc qui est le contraire. Si on roule double 1, ben on a perdu le round, peu importe la force d'attaque, à quel point on avait quel était notre total de force d'attaque. Même si on gagnait le round, ben, le fait d'avoir roulé un double 1, on a perdu. Et on a ici une table à consulter. On roule 2d6. C'est une table avec comme des conséquences, des effets de l'échec critique. Il y a toutes sortes d'affaires dans le genre. On laisse tomber notre arme. On endommage, je veux dire, on fait des dégâts à un adversaire. On se blesse nous-mêmes. Donc, des choses comme ça. Des fois, on a l'impression, quand on joue, je peux vous dire que les échecs critiques arrivent souvent. C'est quand même une chance sur 36, c'est quand même élevé là, quand on y pense. Puis c'est ça, mais en même temps, les échecs critiques, je trouve que ça apporte du piquant au combat. Justement, étant donné que tout est basé sur sa description, puis comment coloré ces descriptions-là peuvent être, mais ça amène comme un genre de problème dans le combat qui rend le combat plus intéressant, qui rend la vie de ce personnage-là plus intéressante. Il y a comme un petit défi de plus, un niveau de tension qui va s'ajouter à cause d'un échec critique. Moi, personnellement, je trouve ça super intéressant comme petit système, tout comme les coups critiques. Ah, ici, on parle déroulement des événements.
Il n'y a pas d'initiative, mais dans un round, il y a des types d'attaques qui sont plus rapides que d'autres, selon ce qu'ils disent ici. Toutes les attaques à distance devraient être résolues en premier. Ensuite, on va faire la résolution de la magie. Et pour finir, on fait la résolution des combats corps à corps. Donc, ce que ça indique, c'est que les attaques à distance, c'est très dangereux. C'est-à-dire, on est capable de tirer sur un lanceur de sort avant qu'il puisse compléter son sort, ce qui peut le déranger grandement et lui faire échouer son sort. On peut tirer facilement sur quelqu'un qui est encore à corps contre nous avant qu'il se jette à notre gorge. Donc, il y a ça. Les sorts, évidemment, sont plus rapides que les combats corps à corps. Donc, ça te donne une idée, une échelle de comment rapide est tel ou tel type d'attaque. Donc, ouais, c'est ça, c'est assez intéressant. Les modificateurs, ici, on a vraiment une liste de modificateurs comme qu'on peut s'attendre dans ce genre de jeu-là. Des modificateurs au combat, donc, tu sais, comme par exemple, être de nuit, ou sous la pluie, ou dans un escalier à colimaçon, ou dans un couloir étroit, ou être sous, tu sais, ok, c'est tous des modificateurs qu'on peut mettre. Ici, il y a un modificateur qui est un peu spécial, c'est le surnombre. Comment fonctionne le surnombre? Ben, c'est que plus qu'on a d'adversaires, mettons on est tout seul contre plusieurs adversaires, mais tous les autres adversaires ont un bonus, ont tous un bonus parce qu'ils sont plus nombreux. Je vais vous expliquer comment ça marche. Par exemple, bon, dans Défi Fantastique, si on se bat contre un gobelin, en général, un gobelin, on peut s'en débarrasser facilement s'il est seul. Mais mettons qu'on se bat contre 4 gobelins, là, la donne, elle change beaucoup. Parce que dans le fond, on ajoute 1 pour chaque gobelin au-delà du premier. Si on a 4 gobelins, tous les gobelins s'ajoutent 3 à leur force d'attaque. Ce qui est quand même considérable. Et d'ailleurs, un combat contre plusieurs combattants, contre plusieurs adversaires, comment ça fonctionne? Eh bien, le combattant tout seul va générer sa force d'attaque comme d'habitude. Il roule les dés une seule fois. Et tous les adversaires qui sont contre lui vont faire de même. Ils vont tous rouler leurs dés et ajouter ça à leur force d'attaque. Et on compare la force d'attaque de celui qui est tout seul contre individuellement chaque force d'attaque de chacun de ses adversaires. Si le combattant seul gagne le round contre certains de ses adversaires, il doit en choisir un dans tous ceux contre qui il a gagné qui va recevoir les dommages de son arme. Et puis l'autre, ben, il ne sera pas endommagé. C'est juste comme ça indique que le combattant seul s'est bien défendu contre l'autre. Et tous les adversaires du groupe, contre celui qui est tout seul, qui ont réussi leur force d'attaque contre l'attaquant seul, ben, vont individuellement infliger des dommages à l'attaquant seul. Donc, ça devient des scènes avec plein d'actions quand il y a plein de monde qui se bat contre nous autres. Encore une fois, c'est super intéressant. On peut se l'imaginer, ça va vite, c'est dangereux, puis tout. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il réussit à tuer un adversaire, veut dire le bonus de surnombre descend, ce qui ramène les chances un peu du bord de l'attaquant seul. Utilisation de la chance dans les combats. Évidemment, notre score de chance peut être très utile en combat. Si on a gagné le round, on peut utiliser notre chance et tenter notre chance, en fait. On enlève un point de chance après avoir roulé les dés, comme à tous les jets de chance dans ce jeu-là. Mais si on a tenté notre chance et qu'on a réussi, eh bien, c'est là qu'on atteint le 7 dans le tableau de notre arme. Donc, c'est une des façons d'atteindre le résultat 7. C'est en tentant notre chance, on fait le maximum de dommages de notre arme. Très intéressant dans le cas d'un coup critique. Imaginez, on fait le maximum de dommages de notre arme et on la multiplie par 2. Donc, ça peut faire très mal. On peut aussi utiliser la chance si on est le perdant dans un round. Donc, en tentant notre chance et en réussissant, ce que ça fait, c'est qu'en fait, on force l'ennemi à faire le minimum de dommages pour son arme. Donc, c'est comme s'il avait automatiquement roulé un 1 sur son dé pour sa table de dommages de son arme. Donc, c'est ça. Ça nous donne des chances si on est mal pris. Voilà. Et donc, l'utilisation de la chance. Ici, on a le combat à distance. On a un petit paragraphe avec comme les portées des différentes armes en mètres. C'est sûr, je fais beaucoup, moi, personnellement, du théâtre de l'esprit. Donc, je ne suis pas à cheval sur le nombre de mètres, mais quelqu'un qui utiliserait une carte, ben, tout est là pour pouvoir calculer ces choses-là. Ouais, il y a un petit paragraphe sur le combat monté. Pour le combat monté, ça prend une compétence qui s'appelle simplement combat monté. Puis, c'est ça qui nous permet de se battre à cheval ou sur un autre type de monture. Si on n'a pas ça, on a quand même des grosses pénalités pour se battre sur un animal, sur une monture.
Et c'est ça. Puis l'arme qu'on utilise, veut dire la compétence d'arme qu'on utilise, elle peut pas être plus élevée que notre combat monté. Donc, si jamais notre compétence d'arme dépasse notre combat monté, ben notre compétence d'arme tombe égale à notre score de combat monté. Donc, quelqu'un qui veut vraiment se battre à cheval doit s'assurer de monter sa compétence du combat monté avec ses points d'expérience autant que sa compétence d'arme normale. Ça donne quand même certains avantages, ça rajoute à la force d'attaque. Ça peut rajouter aussi au jet de dégâts pour la petite table. Ouais, plus 2 ici qui parle. Bon, voilà, c'est une des façons d'atteindre le 7 sur la table. Et parlons-en donc de comment atteindre le 7. Donc, on a parlé de la chance, on a parlé du combat monté, qui nous permet d'avoir le 7 dans notre table de notre arme. Je sais qu'il y a certains talents qui permettent d'atteindre le 7. Il y a certaines manœuvres de combat qui permettent de le faire. Donc, c'est ça, il y a différentes façons d'atteindre le chiffre 7 dans notre table de dommages. Ouais, la table d'armes que je vous ai montrée, elle est là, avec une description pour chacune des armes, un petit paragraphe qui donne une petite idée de qu'est-ce que c'est. Des fois, si on ne le saurait pas, c'est toujours intéressant. Ah, les armures. Ouais, ici, là, une armure, pour pouvoir porter une armure efficacement, ça prend une compétence d'armure ou suffisamment d'habileté pour le faire. Ouais, il faut avoir un entraînement. Sinon, on peut subir des pénalités si on porte un type d'armure qui demande un haut score, c'est-à-dire en habileté et de compétences d'armure pour pouvoir la porter. Habituellement, c'est plus l'armure est efficace, plus que l'armure est protège, plus qu'elle est difficile à porter, plus que ça prend un entraînement. OK? Comme si jamais, quelle sorte de malus ça peut donner? Je vais vous donner un exemple. Mettons que notre total d'armure, notre habileté plus notre compétence d'armure, nous donne un total de 7. OK? Puis qu'on veut porter aujourd'hui un aubergeon. C'est un type d'armure. Un aubergeon, ça nous prend 9 de total d'armure plus habileté pour pouvoir bien porter ce type d'armure. Donc, on a une différence de 2 avec le résultat qu'on a présentement. Ce qui fait qu'on va avoir une pénalité de 2 pour toutes nos actions physiques, puis nos attaques, puis tout ça. Donc, on va avoir un beau aubergeon qui va bien nous protéger, mais on va être un peu moins bon pour se battre. Donc, il faut y penser. Donc, les armures là-dedans, ça nécessite un entraînement. Belle table d'armure ici, qui marche comme les armes, avec un résultat d'1 à 7. Il y a les boucliers qu'on peut rajouter à ça. Il y a aussi un coin pour les armures naturelles des monstres. Fait que les monstres ont comme 3 types d'armures. Puis voilà. Fait que quand dans la description du monstre, c'est écrit une armure moyenne, ben c'est ça. C'est écrit ici de comment ça protège. Description des armures, un petit paragraphe chaque. Ah oui, esquive, ça c'est intéressant. C'est quelque chose qui peut remplacer l'armure si on a le talent bretteur. En ayant le talent bretteur et en augmentant notre compétence d'esquive, c'est ça. C'est comme si on avait une armure. Il y a une table d'associer à ça qui nous bloque des points d'endurance qu'on perdrait exactement comme une armure. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut juste prendre des points d'expérience pour augmenter notre esquive et être de plus en plus efficace. Le désavantage, bien, ça nous a fait prendre un talent. On a juste un talent quand on crée le personnage. Fait que le talent bretteur va être pris. Puis c'est ça, si on aurait voulu un autre talent, c'est long à avoir un nouveau talent là-dedans. Ça coûte beaucoup de points d'expérience. Donc c'est sûr que c'est un pensez-y bien. Mais c'est quand même, quelqu'un qui veut un type de combat sans armure, c'est vraiment le combo parfait. D'autres règles de combat peuvent être intéressantes. La surprise. Donc, dans un combat, si un des combattants il arrive à s'approcher de son adversaire sans se faire voir, il est fait une attaque surprise, rajoutant plus 6 à sa force d'attaque. Et aussi rajoutant 2 au jet de dégâts. Donc, une autre façon d'atteindre le fameux 7 sur la table des dommages de l'arme. Se battre à main nue. Quelqu'un qui a des poings, ses genoux, sa tête, un poignard, bouteille cassée, pied de chaise, arme improvisée. Il prend sa compétence bagarre. Et avec sa compétence bagarre, c'est ça. S'il se bat contre quelqu'un qui a le même type d'arme, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il se bat contre quelqu'un qui a une plus grosse arme, mettons une épée, là, il y a quand même un gros malus. Hein? C'est-à-dire moins 4 à la force d'attaque. Donc, c'est un pensez-y bien. Puis c'est quand même réaliste. Là. Quelqu'un qui a une épée, pas mal plus dangereux que quelqu'un qui a ses poings. Seulement. D'autres options de combat, une attaque brutale, on peut sacrifier des points de force d'attaque pour augmenter les dommages. Attaquer défensivement. En fait, ça rajoute à la force d'attaque, mais si on réussit le round, ce que ça fait, c'est qu'en fait, on s'est défendu. On ne fait pas de dommages à l'adversaire ou rien, c'est juste qu'on s'est bien défendu. La feinte, ça, c'est le fun. On essaye ça, la feinte. Dans le fond, si on réussit notre attaque, notre round, c'est qu'on rajoute 1 à notre dégât. Mais si on manque notre coup, c'est l'adversaire qui rajoute 1.
C'est quand même intéressant comme façon de faire. Moi, je trouve ça très divertissant. C'est comme prendre un pari. Des tirs rapides, on peut tirer plusieurs flèches, fait moins de dommages. Poussette, on peut pousser un adversaire en faisant le minimum de dommages. En fait, on fait le minimum de dommages de notre arme, mais en même temps, on le pousse de 2 mètres, ce qui peut le mettre dans des positions dangereuses. Et on a un chapitre sur la guérison, dont je vous ai parlé de la mort un peu tout à l'heure, comment ça marche, les premiers soins, des règles là-dessus, guérison naturelle, comme dans les livres dont vous êtes l'héros, manger ramène des points d'endurance. On peut faire ça 2 fois par jour et ça ramène 2 points d'endurance à chaque fois. Donc voilà, on ne peut pas passer notre journée à manger et ramener nos points d'endurance. C'est limité à 2 fois. Voilà. Ça fait le tour du chapitre des combats. En fait, ma prochaine vidéo va être un exemple de combat, avec des figurines, une carte. Donc, vous allez avoir un exemple concret que vous allez pouvoir voir et peut-être vous aider à mieux comprendre comment ça se passe. Et j'ai fait un petit scénario des exemples de combat. J'ai bien hâte de voir qui va gagner. Dans le fond, vous allez le voir live à la caméra, comment que ça va se dérouler. Donc, c'est ça. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Moi, en conclusion, ce que je peux vous dire, j'adore ce jeu-là. Les combats sont rapides, sont dangereux. C'est très vivant, très coloré, ça y va avec la narration. Le système, c'est un test opposé. Celui qui a gagné le round, ben, c'est parce qu'il a réussi à faire ce qu'il faisait et a empêché son adversaire à faire ce qu'il avait l'intention de faire. Ça va très vite et ça va dans le sens du jeu et ça reste dans l'esprit de ce genre de jeu-là et des livres dont vous êtes les héros, à quelque part. Donc, c'est ça. Questions, commentaires, laissez-moi ça. Mon nom est François Letard, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.